Chers auditeurs, c'est Jimmy et je suis à la fois ravi et ému de vous retrouver pour cet ultime épisode de la première saison des Rencontres Polars de Jimmy en format podcast. Le principe, 2 auteurs de polar confrontés à nos 4 chroniqueurs, le tout enregistré en public à la médiathèque de Fâche-Tuménil. Pour clôturer cette première saison, nos 2 dernières victimes sont Greg Waden et Clarence Pitt, avec qui nous avons partagé un moment inoubliable, comme vous allez pouvoir l'entendre. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode où un bonus vous attend et qui nous est offert par notre chroniqueur Jacques Thomas. Un immense merci pour votre fidélité tout au long de cette saison. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue aux Rencontres Polars de Jimmy, c'est l'épisode 4. Nous recevons Clarence Pitt et Greg Waden. Ce soir, nous devrions appeler notre soirée les Rencontres Polars de Charlie. Parce que je suis accompagné de 3 chroniqueuses talentueuses, intelligentes et indépendantes. Enfin, ça, c'est la promesse de l'affiche de la série. Au micro, nous accueillons Fanny pour la première fois. Fanny est blogueuse pour le polar. Et ce soir, nous allons voir si elle est aussi une blagueuse. Comment ça va, Fanny ? Très, très bien. Au micro, il y a Élodie, fan de thriller. Je crois que ce soir, tu vas nous parler de 2 romans très contrastés. Oh, ça, c'est clair. Au micro, il y a Judith, c'est l'atelière. Prête à en écoute, Judith ? Mais oui, bien sûr. Et nous allons démarrer par le cas, Greg Waden. L'heure est grave, car nous sommes contraints aujourd'hui, au nom de la vraie littérature, de démarrer par le procès d'un auteur. À la suite de dénonciations bienveillantes et anonymes, pouvons-nous envisager une littérature polar qui n'honore pas les règles ? Certes non. Rien que l'idée est obscène. Déjà, une attaque perfide s'était produite dans les Rencontres Polars de Jimmy, très exactement le 10 novembre 2023. N'avons-nous pas reçu le dénommé Marc Falvo ? Et qu'a-t-il avoué ? Je le cite, « Les enquêtes de mes polars, je m'en fous, et elles ne m'intéressent pas. » C'est fait, aux conséquences si graves, car des milliers de lecteurs sont contaminés, justifie la tenue d'un procès exemplaire. Et ce soir, nous en tenons un. Greg Waden, devant l'horreur de ces crimes, j'ai préalablement mené un interrogatoire et, mesdames et messieurs les jurés, le prévenu a avoué. Oui, il a écrit dans son roman After Call des chapitres qui ressemblent à de la littérature blanche, qui traînent en description et pire, qui parlent de la banalité des choses. Pendant l'interrogatoire, ce bravache a revendiqué l'originalité de son style. C'est honteux. Et oui, il invoque le mystère pour troubler le lecteur. J'en connais qui se posent encore des questions et qui tournent encore dans leur tête. Un vrai supplice. Et vous savez quoi ? Ce dangereux provocateur en jubile, en exhibant son tatouage, dans la vie, va à l'essentiel. La fourberie nous envahit. Ne la laissons pas passer. C'est tout autant honteux. Nous écouterons le réquisitoire sensé, dévoué et non discutable des avocates générales qui sauront, avec brio, nous repositionner ce qu'est un honorable polar. La parole sera à Fanny et Judith. Nous écouterons aussi la plaidoirie, probablement dévoyée, de l'avocate de la défense, commise d'office, qui, la malheureuse, ne pourra nous cacher son âme aussi perfide que celle de l'accusé. La parole sera à Élodie. Pour l'instant, puisque la loi du polar nous l'impose, laissons la parole à Greg Waden, qui vient devant nous avec un pseudo pour avancer en anonyme dans sa perfidie littéraire. Qu'as-tu pour ta défense, Greg Waden ? Voilà, je voulais pas être un auteur comme les autres. Apparemment, c'est réussi. Oui. Si on parle du livre, par lui-même, on prend un des 4. Donc forcément, on prend celui où on peut m'accuser le plus. Mais je suis un auteur décalé. Alors là, je le revendique, comme tu dis. Parce que je veux pas faire de thriller comme tout le monde. Je voulais justement changer un peu. C'est un peu comme si on vous servait toujours de la vanille. Et moi, je suis un peu la pistache avec des grains de... On va dire de... Poivre. De poivre, voilà. Cherchez, de poivre. Donc voilà, je veux être un peu décalé. Après, ça me dessert ou ça me dessert pas, tant pis. Mais je resterai ce que je suis. Mais en quoi tu es décalé ? Je veux pas faire du thriller ou de la littérature comme tout le monde. Je veux mélanger les genres, je veux surprendre
tout le monde, enfin en tout cas les lecteurs, hein, ça c'est le but, c'est d'arriver quelque part où on pense qu'on va me connaître, en fait on ne me connaît pas. Je me balance entre tous les styles, justement pour désabuser le lecteur. Moi, mon but, c'est de provoquer. Écoute, ça démarre pas trop mal pour toi parce qu'on va donner la parole à la défense. Alors, moi, je voulais savoir, tu viens de dire, c'est l'un des 4. Est-ce que justement, il y a un lien dans les 4 qui pourrait expliquer que certains soient perdus à la lecture uniquement de After Call? Effectivement, il y a un fil conducteur qui suit tous mes romans. Alors, il est plus ou moins caché, plus ou moins... Si tu me permets, dans After Call, il est bien caché. En fait, on va dire le souci d'After Call, si je peux appeler ça un souci, c'est que j'en dis peut-être trop et pas assez. Donc, trop pour s'interroger et pas assez pour savoir. Mais le fil conducteur, en fait, c'est vraiment très important. Alors, je ne sais pas si je dois le dévoiler aujourd'hui ou pas. Oui, tu dois. C'est une organisation très discrète qui est chargée de rendre la justice là où elle n'a pas été rendue. Alors, les membres de cette fameuse organisation sont forcément des gens qui ont une maladie incurable, soumis forcément à avoir une fin, alors pas forcément dans le roman, ou peut-être plus tard, mais sont soumis à une fin tragique. Donc, ils vouent leur vie à rendre justice, qui n'a pas été faite par celle des hommes, en sachant qu'ils prennent un nouveau pseudo, etc., etc. Alors ça, c'est pas mal comme histoire, mais tu le dis pas. Je voulais pas le dire au début. C'est aller le révéler, on va dire, à partir du 5e ou 6e roman. D'ailleurs, c'est prévu, bon là je vais peut-être changer mes plans, mais c'est qu'il y a un roman où il va y avoir le recrutement qui va être fait. Le recrutement d'une membre et qui va devoir s'occuper d'une des histoires tragiques. Fanny, à toi. On a du Matisse en prénom, on a du Laure, on a du Teresa, et d'un coup du cortège. Et pourquoi pas du carnaval? D'où te viennent toutes ces idées de noms, de surnoms Déjà, pour les prénoms, c'est vraiment des gens qui ont existé. Pour After Call, Laure, elle existe vraiment. Mais je me suis inspiré de son histoire parce qu'elle fait exactement le même métier que je lui attribue et elle est harcelée. Moins grave que dans le bouquin, mais c'est tiré une histoire vraie. Donc les personnages, en général, je prends des gens qui ont existé pour avoir une référence, surtout niveau caractère. Alors, continuons de parler des femmes et de Laure et de Tatiana et de Teresa. En fait, à la lecture de ton livre, mon petit cœur de féministe n'a fait que 3 tours sur lui-même. Et l'image qui peut ou qui pourrait, en fait, de ressortir de ton roman, c'est chacune... Enfin, pas Tatiana parce qu'elle est morte. Mais toujours est-il que Laure et Teresa, ce sont les parfaites petites femmes au foyer, heureuses de se lever tôt le matin pour s'occuper des enfants, pour servir le café à monsieur qui dort dans son lit, la blonde décolorée là, tu vas pas être copain avec la tenancière. qui coiffe ses cheveux parce qu'il faut souffrir pour être belle, des dames qui ont des rires féministes. C'est pour ça qu'on a invité Clarence juste à côté Voilà. de toi, avec sa blondeur légendaire. En fait, je suis là comme témoin. Et Voilà, Et- c'est ça. Elle va De contrebalancer. l'accusation. Et je peux te dire que ça a été un sujet assez vif pendant nos réunions de travail sur Mais c'est- les chroniques. Comme quoi, je provoque. Mais oui, voilà, oui, mais- mais ça, je te le confirme. Donc je voulais vraiment savoir en fait quelle vision de la femme tu as et que tu véhicules, ou est-ce que c'est encore une fois, comme tu viens de le dire, de la provocation ou des modèles qui existent. Et certes, il y a des femmes qui sont très heureuses d'être des femmes au foyer au service de leur mari. Ça, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, Teresa et Laure, ce sont 2 personnes qui existent vraiment et elles sont exactement comme je l'ai à peu près, bien sûr, j'ai schématisé un peu plus, comme dans le roman. En même temps, ça m'a fait plaisir de provoquer. Est-ce que c'est ton moteur, la provoque? Bien sûr. Après, en littérature, on ne peut pas non plus aller trop loin parce qu'il faut que ça soit compris. En voulant faire cette histoire de stalker, donc d'harceleur en français. On l'a perdu. En fait, voilà, ça m'a plu de prendre ce genre de personnage parce que je sais que le lectorat, beaucoup de femmes qui lisent. On peut pas se le mentir. Donc, je me suis régalé en pensant que ce qu'elles allaient me dire quand elles allaient le lire. Eh ben, j'ai gagné. Est-ce que tu Ça as marche. estimé J'ai le gagné. nombre de lectrices que tu as perdu en même temps? Tu sais, beaucoup de femmes qui aiment les pervers. Et c'est un petit côté pervers. J'ai longtemps été bad boy. Donc, quand je dis bad boy, c'est-à-dire que j'ai eu une période de ma vie assez trouble et ça a été surtout de la provoque déjà à moi-même. Donc, quand j'ai voulu écrire, voilà, je vais écrire, mais pas pour faire du roman comme tout le monde. J'ai dit, je viens et je provoque.
je passe ou je passe pas. Le bad boy du polar. On peut dire ça. En tout cas, c'est revendiqué et assumé. Ah, c'est assumé. Ah oui, ça, effectivement, j'assume. Et comment ont réagi les femmes dans ta famille quand elles l'ont lu, si elles l'ont lu? Les femmes de ma famille, elles m'adorent. Donc, les personnes, on va dire, féminines qui ont lu mon roman, elles ont compris, parce que je leur ai expliqué. Elles étaient déjà un public conquis. Donc voilà, c'était plus facile pour moi. On reviendra sur ton cas, vous en prie. Greg Waden. Donc, on parlait du roman After Call, qui est paru aux éditions Avalon. Et donc maintenant, on va parler avec Clarence Spitz, Bonsoir. de son roman Les Enfants du Serpent, aux éditions Phénix Noir. Judith, je sais que tu as beaucoup aimé Les Enfants du Serpent. Tout à fait. Alors, tu vas nous faire le pitch. C'est un roman qui est tellement touffu, tellement puissant et dans lequel on s'immerge corps et âme. Donc Les Enfants du Serpent déjà s'ouvre sur un chapitre hyper fort qui donne d'emblée le ton du livre. En fait, nous sommes en 2012 à Bumia, un petit village de l'Est de la République démocratique du Congo. Un groupe surnommé les Arracheurs, ça envoie un peu l'idée de ce qui peut se passer, commet dans ce village les pires exactions possibles. Il massacre les habitants, les hommes qui sont par ailleurs tous mineurs dans une mine de coltan. Dans une mine de coltan. De coltan, qui suscite cette mine avidité et convoitise, des tas de trafic, etc. Il viole et mutile les femmes et les fillettes, forçant les maris à regarder toutes ces atrocités. Les plus barbares de ces miliciens prennent un plaisir non frein à arracher les yeux en fait des maris et des pères pour que la seule image, la dernière image qu'ils aient vue et qu'ils gardent en mémoire, ce sont les atrocités, les viols et horreurs commises sur leurs femmes et leurs filles. Les seules personnes qui arrivent à échapper de ce cauchemar, c'est Gloria et sa fille Fionia, qui, elle, pour sa part, est quasi mourante après avoir subi moult horreurs. Le récit se poursuit en 2017 à Mattanger, qui est le quartier africain de Bruxelles. Une petite fille se promène avec sa mère dans la rue, et la petite fille, elle n'a pas le droit de manger de bonbons et surtout pas de cochonneries qui traînent par terre. Et la petite fille voit une petite merveille sur le trottoir, elle le prend, elle le met dans sa poche, à l'abri de sa mère, en disant « Ce petit bonbon, là, je vais le manger plus tard ». Et là, un monsieur surgit, ensanglanté, tabassé, enfin quelque chose de vraiment bizarre qui arrive. Et la petite fille qui est prête à manger le bonbon s'aperçoit que c'est un œil. Et le deuxième œil est sur le trottoir, et ce sont les yeux de ce monsieur qui s'effondrent, pour le moins. Donc la police est forcément mise sur le coup. Tout le monde pense à un règlement de compte de bandes rivales, de dealers ou autres sur la banlieue bruxelloise, sauf l'inspecteur Karel Jacobs, qui reconnaît de façon assez brutale les arracheurs. En fait, de suite, ça lui fait penser aux arracheurs qu'il a connus quand il était en Afrique quelques années auparavant. On a dit beaucoup de choses là sur le roman, hein, Clarence. C'est le début, Mais là, c'est le ce début. sont les deux, trois premiers chapitres. Dire, hein, c'est le début. Hein. Oui. Je n'en dis pas plus. Élodie. Et justement, on parlait de choses qui dérangent. Est-ce que justement ces scènes d'horreur ne dérangent pas ton lectorat? Parce que tu nous as pas forcément habitués à autant d'horreur dans les précédents. Donc, dans une interview, il me semble que tu as dit que c'était un vrai exercice d'équilibriste. Oui, alors c'est un vrai exercice d'équilibriste, pas pour la scène de l'œil à Matongué, parce que en fait ça c'est le seul chapitre qui a amusé les lecteurs, parce qu'il y a un truc un peu comique dans cette histoire-là, même si c'est horrible. C'était un exercice d'équilibriste parce que je voulais en même temps montrer aux lecteurs quelles étaient les atrocités commises dans cette région-là du monde. Ce sont des atrocités qui sont commises depuis maintenant plus de 30 ans, et comme l'a dit Judith, parce que c'est une région qui contient beaucoup de coltan, qui est un minerai très important, c'est celui qu'on retrouve dans nos téléphones portables et nos ordinateurs. Il y a plein d'horreurs qui sont commises
principalement, enfin sur les femmes, pas que, mais sur les femmes et les fillettes. Et donc je voulais vraiment que le lecteur ressente de l'empathie pour ces femmes et ces fillettes, et surtout pour Gloria et Fiona. Donc il fallait que je montre quelles étaient ces horreurs, et en même temps il fallait quand même pas que j'édulcore, mais je ne voulais pas tomber dans le voyeurisme non plus, et dans un livre gore. Ce n'est pas un livre gore. À part l'histoire de l'œil à Matongué, ce n'est pas un livre gore, pardon. Ça veut dire que tu cherches à dénoncer. Oui, je cherchais plutôt à dénoncer. En fait, je voulais... tu sais, Elodie, quand on voyait des films de guerre, ces films de guerre en noir et blanc, on avait ces soldats qui tombaient sous le coup des coups de fusil, mais en fait, on ressentait aucune empathie pour eux parce que on ne savait pas qui ils étaient comme des soldats de plomb sur ces champs de bataille. Et je trouve qu'il y a une révolution avec le soldat Ryan, et où là, enfin, on a ressenti de l'empathie, mais les premières scènes de ce film, elles sont quand même prenantes, elles sont difficiles à voir, et je voulais vraiment que mon livre soit comme ça, voilà, avec des scènes qui étaient frappantes, qui étaient difficiles à voir, qui suscitaient beaucoup d'émotions, mais qui reflétaient la réalité. Je voulais vraiment susciter de l'empathie chez le lecteur. Judith. Alors, est-ce à dire qu'un des rôles de la littérature, c'est d'être finalement au service de la réalité, de l'information, et est-ce que écrire est un acte politique ? Je ne pense pas qu'écrire soit un acte politique. En tout cas, ça ne doit pas être toujours un acte politique. Ça doit être le choix, je pense, de l'auteur. Et le choix aussi du lecteur qui achète le livre. Il y a de très bons thrillers qui ne parlent absolument pas de politique. Je pense aux thrillers plus domestiques ou psychologiques où on fait complètement fi de tout ça. Avec des thrillers très relationnels. Moi, j'aime bien le thriller politique. J'aime bien mettre en lumière certains faits de société qui, moi, me marquent ou me font réfléchir. Je ne donne jamais mon avis, d'ailleurs, dans mes livres. C'est vraiment, je pose ça là, et puis c'est au lecteur à se faire son propre avis. Et toi, Greg, t'es quel type de thriller ? Moi, celui qui provoque. Ah, d'accord. Parce que je crois qu'on aura bien retenu. Donc c'est le seul de sa catégorie, mais le message est passé, Greg. Moi, je ne suis pas politique non plus. Est-ce que tu pourrais envisager d'énoncer des choses qui te provoquent, toi, dans un prochain ou dans ton écriture ? Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, je tends vers ça. Je tends. Ça veut dire que Clarence, elle grade dans l'horreur, toi tu vas grader dans la provocation, voilà, en fait. Exactement. Alors, je pense que voilà, ce qui rend horrible aussi ces faits, c'est qu'on sait qu'ils sont réels et que du coup, c'est pas forcément comme un roman où on voit que de l'imaginaire. Là, on sent dans ton écriture que c'est des choses que tu t'es renseigné, que tu connais de par ta formation, etc. Et ça fait très réel. Est-ce que ton métier, que tu vas nous dire, t'a aidé dans ce roman ? Pour les enfants du serpent, certains aspects, oui. Après, moi, je suis pas, j'ai pas fait. Quel est ton métier ? J'ai pas du tout fait Sciences Po, où je suis historienne de l'art, archéologue, anthropologue. Donc spécialisée en art africain. Oui, donc quand même, voilà, j'avais une certaine connaissance des cultures africaines. Après, je me suis énormément documentée justement sur cette situation géopolitique bien précise au Kivu, parce que j'avais entendu parler de cette situation, mais j'avais jamais creusé plus que ça. Par contre, quand j'ai commencé à creuser, là, j'ai vraiment voulu en savoir plus, puis j'ai ouvert des yeux comme ça, tellement c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Par contre, il y a certaines parties du livre où je parle d'un nganga et je parle d'un objet. Donc, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les fétiches africains, les nkishi. Et ils ont une importance dans ce livre. Et là, je me suis fait plaisir et là, on ressent plus ma formation. Oui. Alors, il y a Élodie et Judith qui veulent parler, donc allez-y. Cette découverte de l'Afrique, tu l'avais déjà abordée sous un autre aspect, avec la parole du chacal. Ça veut dire que par tes livres, quelque part, tu veux nous faire découvrir aussi des cultures qu'on ne connaît pas. Ah oui, bien sûr, oui. Toujours une culture, des systèmes de pensée, des us et coutumes, c'est mon truc en fait. Ça me passionne et je pense qu'on est meilleur quand on écrit ce qui nous passionne et ce qui nous anime. Après, c'est pas toujours l'Afrique. Meurt mon ange se passe en Indonésie, le suivant ce sera encore une autre partie du monde. J'essaye quand même de varier les plaisirs.
Moi, je voulais poser une question, justement, tu parlais de ces objets un peu fétiches. Il y a pas mal de références dans les différentes croyances et les religions. En fait, par exemple, le Père Joseph, qui est là et qui aide. Fiona, qui a un badge de la Vierge qu'on lui donne et qu'elle emporte partout comme un talisman, qui va vraiment la protéger face à toutes ces horreurs. Les croyances plus traditionnelles. Et les enfants du serpent eux-mêmes, en fait. Les enfants du serpent, c'est le nom qu'on donne aux enfants qui sont nés d'un viol, donc, et qui sont obligés de fuir leur village parce qu'ils portent malheur. Et c'est le titre. Et c'est le titre du roman. Et le père de Gioni, aussi l'ami de Fiona, qui voit des choses et qui devine l'avenir, etc. Donc, tu vois, qui connaît d'autant plus cette culture. Quel est le rôle et le poids, en fait, de ces croyances et de ces religions? Est-ce que finalement c'est une aide pour se donner de l'espoir, se raccrocher à quelque chose, ou est-ce que aussi ça peut être quelque part, peut-être parfois quelque chose qui enfonce peut-être un peu plus? Il peut y avoir des prêtres maléfiques. Je ne sais pas. Ah bah, le père, oui, effectivement, c'est Joseph qui, oui, voilà, qui est. Ah oui, ça c'est celui dans l'église à Saint-Boniface. Oui. Et puis il y a le père Ignace aussi, voilà. au Congo. Là, on sent bien qu'il y a quand même une petite arnaque, pour le coup. Mais je pense que mes personnages ont tous un rapport à la religion, en tout cas. Par exemple, Jonas, qui est un des personnages principaux, donc c'est le gynécologue qui va soigner Gloria et Fiona. Il va les recueillir dans son dispensaire. Lui, il était croyant, mais il ne croit plus en rien. Il a vu trop d'horreur dans son dispensaire. Il n'arrive plus à croire, en fait. Il a complètement perdu la foi. Par contre, Fiona, elle découvre la foi dans cette espèce d'église de confrérie religieuse au Congo chez le père Ignace, et elle, c'est ce qui va l'animer. Donc elle va y croire jusqu'au bout, tant qu'elle porte ce badge de la Vierge Marie. Elle est protégée de tout, et donc elle peut tout affronter. Et c'est une gamine, et malgré tout, elle va parcourir l'Afrique avec sa mère, etc. Et elle va presque survivre, en fait, grâce à ce badge qui clairement ne sert à rien, mais elle y croit. Donc ils ont tous un rapport à la religion. Même mon Nganga, effectivement, avec son fétiche à clous, qui est persuadé, lui aussi, il voit des choses dans ses rêves, il est persuadé de ce qu'il voit, etc. Et donc ils sont tous animés par une religion ou une absence de religion. Fanny, le roman de Clarence, c'est une vraie plongée au cœur du mal. On est dans la folie des hommes. Il se côtoie le pire et le meilleur, la mort et la vie. Tu voulais nous parler de ça, Fanny? Oui, alors pour moi, c'est bien plus, en fait, Les Enfants du Serpent, c'est bien plus que le traditionnel combat le bien et le mal, puisque là, on est vraiment survivre ou mourir, en fait, la vie et la mort. Je voulais savoir comment toi, en tant que femme déjà, et par rapport à ces petites filles, tu as su te détacher du fait que tu sois une femme et que tu as des filles, par rapport à l'auteur qui a dû rentrer justement dans ces histoires de vie et de mort. Comment as-tu su faire cette scission? Ouh là là, mais je suis pas sûre que j'ai vraiment réussi par moment à faire cette scission, parce que c'est quand même un livre qui était émotionnellement prenant à écrire. Donc je me suis beaucoup impliquée, émotionnellement parlant. J'ai parfois dû faire des pauses d'1 mois dans l'écriture, parce que c'était quand même, c'était prenant. Alors, surtout que moi, j'ai tendance à vivre, vraiment me mettre dans la peau des personnages, à vivre avec eux, et me mettre dans la peau de ces femmes, c'était difficile, mais en fait, me mettre dans la peau des agresseurs ou des génocidaires, c'était pas facile non plus. Et puis, je voulais aussi remettre les choses en contexte, expliquer le pourquoi du comment, pourquoi certains hommes sont amenés finalement à commettre certains crimes. Ça dépend aussi de leur contexte, du lieu où ils sont nés, la façon dont ils ont été éduqués, etc., les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, même si là, ce sont des fréquentations obligatoires. On parlait des enfants du serpent. Ce sont des enfants, qui naissent de viols, qui sont abandonnés, qui traînent dans les rues. Et souvent, ces enfants, ils sont repris par des milices, mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est ça, ou mourir, en fait. Et je voulais vraiment montrer que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, et qu'il y a parfois des personnages qui sont extrêmement gris foncé, et que parfois, il y a une petite lueur d'espoir en eux. Alors, c'est vrai, dans cette histoire, il y a une force incroyable, mais il y a aussi une sensibilité exceptionnelle. Elle est dure, cette histoire, mais elle a un côté humain. Élodie, tu voulais en parler?
plus qu'un côté humain, je pense qu'il y a aussi, comme je disais, une vraie dénonciation et limite un étendoir des droits de la femme. Avec Jonas, ce réparateur, c'est très axé quand même sur les sévices subis par les femmes au niveau de ce village. Donc c'est ton petit côté féministe à toi qui ressurgit. Peut-être qu'il y a un petit côté féministe, mais vraiment dans le sens de défendre les femmes dans certaines régions du monde qui subissent des choses quand même abominables. Pour le moment, on parle beaucoup dans les journaux, évidemment, du cas des femmes afghanes. Imaginez un peu, là, dans la région du Kivu, ça fait plus de 30 ans que ces villageoises, elles subissent des assauts comme ça de milices régulièrement. Elles vivent avec cette peur. Il y a des femmes, elles ne sont pas violées une fois, elles sont violées 2 fois. On les répare, on les garde 3 mois dans un dispensaire. Elles vont bien, elles vont mieux psychologiquement. Et puis, 3-4 mois après, elles reviennent dans le même dispensaire. On leur a fait subir la même chose. Donc, je crois que c'est même plus du féminisme, en fait, à ce niveau-là. C'est juste de l'humanité tout court, en fait. Alors, ça veut dire qu'après, faut engager le personnage de Greg pour aller régler les choses à sa manière. Oui, il faudrait pas mal de personnages de Greg pour arriver au bout de la situation dans cette région du monde. Mais... Alors, justement, de After Call, paru aux éditions Avalon, est-ce que tu peux nous faire le pitch, parce qu'on n'en a pas encore parlé? Je pars d'une histoire d'une femme, donc une femme avec une vie assez simple. Elle travaille dans un centre après-vente. Elle va se retrouver prise dans les griffes d'un stalker, comme on l'appelle, donc un harceleur, qui va s'en prendre à elle, voilà, par choix particulier. Par contre, justement, ce harceleur a un passif dont il a déjà harcelé une autre personne qui en est forcément morte. Et c'est cette personne que tout le monde cherche, à savoir qui, quoi, qu'est-ce, qui est chargée de mission, justement, de retrouver ce harceleur et de rétablir la justice. Et là aussi, tu t'es inspiré de quelqu'un que tu connais ou... Moi. Bravo. Voilà qui passe aux aveux. Voilà, tout à fait. Merci. Compris. Élodie. Tu parlais de ton personnage de Laure, donc qui est téléconseillère, au SAV. Tout à l'heure, Jean-Marc, monsieur le procureur, il parlait de la banalité des choses. Et moi, en fait, j'ai été surprise de ce personnage parce que je trouve que on peut le voir banal, mais on peut le voir aussi dans le quotidien. En fait, ancré dans le quotidien. Est-ce que c'était une volonté que tes lecteurs ou tes lectrices puissent s'identifier à des personnages, comme tu disais, en plus réels, et qui peuvent croiser au coin de la rue, en fait? Justement, c'est pour ça que j'ai pris des personnages qui existaient. C'est que elles sont très, très présentes et très contemporaines. Donc, en fait, c'est des personnes qu'on peut voir tous les jours et que vous croisez dans la rue. Pour avoir côtoyé ce milieu-là depuis longtemps, parce que moi aussi, je fais partie d'un service, on va dire, de la personne, entre guillemets. J'ai côtoyé énormément de ces hommes ou ces femmes qui font ce genre de métier et ils ont vraiment des vies assez suffisantes, si je peux me permettre le terme. En fait, ils sont contents de leur travail, ils sont contents d'avoir une vie sans responsabilité et ça leur va bien. Même comme pour Laure. Je veux dire, Laure, elle a son petit travail, elle a sa petite famille, et ça lui va tout à fait bien. Et cette personne existe vraiment. Et maintenant, ça se voit moins avec les générations qui arrivent, mais j'ai écrit avec une génération de l'époque. Donc tu voulais mettre en avant des gens qu'on ne met pas en avant d'habitude. Exactement. C'est pour ça. Ils ont droit aussi à la parole. Ils ont le droit de vivre. Un petit peu, oui. Et de se faire refroidir aussi, éventuellement. Oui, bon, alors... Ça se finit mal. Ça se finit mal, mais ça se finit mal aussi des fois chez Clarence, ou en tout cas ces personnages, même les gentils, des fois, ils sont pas épargnés. Notre bon Karel Jacobs, qu'on connaît depuis ton deuxième, il prend encore cher quand même dans celui-là. Et oui, je ne l'ai pas épargné, je l'ai mis au vert d'ailleurs. Dans mon prochain, il n'y aura pas Karel Jacobs. Je me suis dit qu'il allait faire une petite pause. Une partie de la fin. Ah non, bien sûr que non, mais je ne vais pas spoiler. T'as hésité de la faire ou pas, celle-là? Parce que moi, je l'ai trouvée... Je l'ai faite. Alors, je vais quand même rassurer les lecteurs et dire que Karel n'est pas mort. Non, mais, oui. Mais je ne spoil pas trop, mais non. Je préfère quand même le dire. Mais il subit, puisque c'est quand même un personnage récurrent, mais il subit psychologiquement, oui. Oui, il est bien. Mais déjà dans Meurmonant, juste avant, il avait pris un petit peu cher dans la jungle indonésienne.
Et là, c'est un peu le cran au-dessus. Tu vas le mettre un peu au placard. Je l'ai mis je l'ai mis au vert. Et ça part une santé, parce que là... Oui, mais si je veux que ce soit un personnage récurrent, il faut qu'à un moment, ce personnage puisse s'enrichir de ses expériences, même si elles sont très, très négatives. Et les gentils prennent cher, mais il arrive un moment où, en fait, on s'aperçoit que les méchants qui sont vraiment méchants, on peut avoir de l'empathie, en fait, ou en tout cas comprendre, à défaut d'avoir de l'empathie, comprendre le cheminement de leur... vous savez, c'est un peu comme les vilains. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi méchants ? Parce que... c'est un peu ça. Oui. Et en fait, c'est vraiment cette frontière entre le bien et le mal. Où est-ce qu'elle se situe ? Et est-ce que, par amour, on peut devenir un monstre, en fait, au bout d'un moment ? Est-ce que tout le monde est capable de tomber un jour Enfin, là, les circonstances sont vraiment à part, en plus. Moi, j'ai trouvé que c'était un thème très intéressant, ça. Est-ce qu'on peut devenir un salaud par amour ? Oui, bien sûr, la preuve. Après, c'était aussi un des buts du livre, c'était de montrer que tout le monde était... C'est la petite phrase d'accroche, tout le monde est capable d'aimer, même les pires ordures, en fait. Et je pense que c'est vrai que même les pires ordures sont capables d'amour, d'aimer à un certain niveau. Ils s'aiment peut-être juste eux-mêmes, mais je pense que tout le monde est capable d'aimer, oui. En tout cas, c'est extrêmement bien démontré dans ton livre. Merci. Fanny ? Alors, tout le monde est capable d'aimer, mais ceux qui portent un casque bleu dedans sont à la base justement pour défendre les personnes. Oui. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est que tu les dénonces. Et que tu les dénonces publiquement, en fait. Parce qu'ils sont porteurs de messages d'apaisement, de réconciliation. Et là, on se rend compte qu'une bête est toujours une bête, et peu importe l'habit qu'il porte, en fait. Oui, et là, je me suis basée aussi sur des faits qui sont vraiment arrivés en Afrique, avec des casques bleus qui eux-mêmes avaient commis des viols ou des exactions là-bas. Donc, parfois, ils se laissent entraîner. Et c'est un peu comme une bijouterie à ciel ouvert. Un village, il y a plein de femmes. Allez-y, nous, on le fait depuis des mois. Venez avec nous. Il y en a plein des casques bleus dans le village d'à côté. Il y en a peut-être 2-3 qui vont se laisser entraîner. Et les miliciens qui vont leur dire, mais nous on sert, regardez ici, il n'y a pas de conséquences, et pour peu qu'on soit mal luné, sous, qu'on n'en puisse plus parce qu'on est dans des conditions de vie aussi, peut-être qui sont abominables, on en a déjà vu trop aussi, bien on finit par céder au mal. Après, je n'excuse pas les casques bleus du tout dans mon livre. Je pense que d'ailleurs, ceux-là, je ne leur donne aucune excuse. Il y a pas oui, je les dénonce, oui. Et c'est aussi le cas des milices. En fait, il y a une militante des droits des femmes en République dominicaine du Congo qui s'appelle Justine Masika Biamba et qui explique vraiment très bien en fait comment dans cette société, comment elle est construite, l'honneur de l'homme réside quelque part dans sa femme. Et dès lors où sa femme est souillée, où il lui-même perd sa dignité. En fait, elle explique que quand on s'attaque à une épouse et qu'elle devient abusée, déshonorée, en fait, lui, il se voit sans force et c'est en fait violer en masse et à moult reprises, c'est affaiblir et détruire tout un peuple. Donc il y a aussi toutes ces personnes qui réfléchissent à tout ça. En fait, il y a des enjeux géopolitiques. Bien sûr, oui. Et puis effectivement, comme les gamins soldats qui se retrouvent complètement brigadés parce qu'il faut payer les médicaments de sa mère, parce que, il y a de multiples raisons. Et puis c'est ça où on crève en fait. Ça, aussi. on crève. On parle de génocide à long terme. Oui, par rapport à ces viols récurrents dans la région. Oui, de nouveau, qui durent depuis plus de 30 ans. Parce qu'effectivement, il y a des villages entiers qui sont affaiblis ou qui disparaissent, qui sont repris par des milices parce qu'il y a du coltan à côté et qu'il y a vraiment des enjeux multinationaux, quoi. Oui. Mais en effet, les garçons aussi, malheureusement, ont leur part. Et ces enfants soldats, c'est monstrueux aussi. Mais oui, ils n'ont jamais rien connu d'autre, en fait. Donc... moi, je me suis dit aussi, c'est difficile. Alors non, justement, c'est peut-être facile de les juger, mais et parfois, il faut se dire, mais est-ce que nous, on serait devenu autre chose, en fait ? Est-ce qu'on aurait agi différemment ? Ils sont juste nés pas bien, ni au bon endroit, ni au bon moment. Oui, c'est l'histoire avec un grand H, en fait,
qui dépasse un peu tout le monde, quoi. Oui. Il y a la petite histoire, entre guillemets, du quotidien, mais qui est tout aussi importante pour la vie de chacun, et la grande histoire dans laquelle tout le monde se trouve embrigadé, et quand ça va plus, ça va plus, quoi. Mais c'est très fort, en fait. Et as-tu eu l'occasion de rencontrer l'une de ces femmes ? Non, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer une de ces femmes. Et quand j'écris le livre, on était en plein Covid. Aller dans la région en plein Covid, et en plus dans cette région-là qui est en guerre, et en plus depuis que j'ai écrit le livre, c'est encore pire. Enfin, bref, j'aurais pas pu aller là-bas, non. Donc je me suis vraiment basée sur des documentaires et des témoignages. Il y a quand même beaucoup de documents et de littérature, donc ça m'a aidée. Et puis aussi des témoignages, mais indirects en fait. Élodie. Du coup, là, on parle aussi de documentation, tout ça. Tu nous as dit que tu t'es beaucoup documenté. Moi, je reviens à Greg qui, tout à l'heure, suivait les ordres de chevalerie, tout ça. Donc, t'as un côté de documentation aussi, dans ton fil rouge, je suppose, Ah oui, bien sûr, très important. Bien sûr. Et je vais dire même que l'organisation discrète, parce que je ne peux pas dire secrète, existe presque. Je ne pourrais pas en parler, parce que sinon je meurs demain. Mais t'en fais peut-être partie, alors. Non, pas moi. Pas encore, mais j'aimerais bien. Mais non, mais j'ai pas de maladie incurable pour l'instant, alors forcément, je vais pas m'en inventer une. Hein. Ça peut s'arranger. Par contre, moi, j'ai à dire que j'ai rencontré les femmes dont je parle. Je pense pas qu'un auteur écrit un roman sans se documenter un minimum. Même si, par des choses plus graves ou pas, on est obligé d'être crédible et de prendre des choses qui existent pour avoir des références. Et quelles sont tes influences en littérature ? Quel auteur de romans noirs ou autres qui t'ont influencé, en fait ? Clarence Pitts. Oui, bien, bonne réponse. J'ai pas beaucoup d'influences ou j'ai toutes les influences. Au départ, j'ai démarré avec la fantasy. La dark fantasy, d'ailleurs. Tu peux nous qualifier ce que c'est, la dark fantasy ? En fait, c'est de la fantasy qui prend quand même des codes humains, mais qui est très, très fantastique, dont Tolkien en a fait une institution. Je prends un peu ce principe-là en médiéval fantastique, c'est-à-dire comme si on était dans une époque... Donc les châteaux, les dragons, les mages... Un peu moyenâgeuse. Et quand je dis dark fantasy, c'est que moi, c'est de la fantasy avec un peu d'horreur. Donc j'ai bien aimé, c'est encore changer de style, d'avoir un fantasy, mais de passer autrement. Donc je l'ai fait en fantasy et j'ai dit, en thriller, je vais faire pareil. Je vais venir en thriller, mais pas faire comme tout le monde, pas faire de l'horreur pour faire de l'horreur. Et du fait, on parlait des codes du polar pas respectés, mais finalement, c'est ce que tu veux faire. Tu veux mélanger les codes entre la fantasy, le thriller, etc. Oui, parce qu'à un moment donné, tu vas tellement te décaler que tu vas finir dans le fossé. Donc, il faut quand même, alors peut-être être sous le bas-côté, mais quand même rester sur la route, quoi. T'aimes bien prendre la bande d'arrêt d'urgence et pas les embouteillages, en fait. Exactement. Alors, tu parles de société discrète, mais quelle est la différence pour toi avec la société secrète ? C'est plus pour m'en amuser. En fait, moi, société secrète, ça a une connotation négative. Quand je dis discrète, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se faire connaître, mais elle existe quand même. Par rapport à la loi des hommes, ils n'ont pas une connotation légale. Parce que pour toi, le secret nuit obligatoirement. Non, pas forcément. Mais le secret, des fois, amène à de confusions. C'est ça la différence. C'est pour ça que je n'ai pas voulu non plus un petit peu trop décaler. Ce qui est un peu le cas de ton roman, hein, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui mettent un peu de trouble quand même dans les personnages, les actions, etc. C'est pas du secret, c'est de la vérité qui n'est pas très avouée. D'accord, c'est un excellent mot de la fin. Est-ce que Greg est coupable ? Est-ce qu'il est innocent ? S'il est coupable, vous faites « ouh » et s'il est innocent, vous applaudissez. À vous. Largement coupable. Parce que c'est pour ça que tu étais venu, Greg. Avec plaisir. Bon. Merci à terre tous. Et voilà, c'est la fin de cette première saison des rencontres polars de Jimmy en format podcast. Un immense merci à nos invités, Franck Tillier, Marc Falvaux, Amélie Antoine, Rosalie Louis, Jacques Jacoli, Salvatore Mini, Greg Waden et Clarence Pitts, ainsi qu'à nos chroniqueurs Judith Masson, Élodie Lemaire, Jacques Thomas et Fanny Haquet. Merci également à Fred Candeil et Podcast by La Fabrique pour la réalisation
et la qualité de la production, ainsi qu'à nos partenaires Corinne et Thierry Loustouré, Clémentine Van Brussel, les musiciens, Caroline Leclerc de la librairie La Ruche aux Livres et la ville de Faches-Tuménil. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur nos pages Instagram et Facebook, les rencontres Polar de Jimmy. Et je vous donne rendez-vous en 2025 pour une nouvelle saison pleine de surprises et de rencontres passionnantes autour du polar. À très vite. Alors Clarence Spitz, Clarence Clarté. Pour une autrice de noir, c'est pas mal. Alors Pitz, ça me rappelle un terme wallon. J'ai grandi, enfin pas trop, près de la frontière qui nous conduisait à Chimay, vous devinez pourquoi. Quand nos voisins belges disaient ça spite, ça voulait dire que ça saute, que ça gicle. Et dans vos œuvres, c'est le cas. Pas seulement le sang, mais surtout notre cœur. En effet, vous nous faites voyager. Mais dans quelles conditions? L'Asie, l'Afrique, sans oublier votre belle Belgique et sa banlieue, les Pays-Bas. Alors, Pékin Express à côté, c'est de la gnognotte, hein. Alors, il y a des livres que j'ai du mal à terminer. C'était le cas la dernière fois, voire que j'abandonne à cause de l'angoisse provoquée. Dans votre cas, le stress était bien là, mais j'ai pas su m'arrêter. Vous n'êtes pas qu'une écrivaine, vous êtes aussi une historienne, qui nous fait découvrir le pourquoi du comment, qui nous rappelle que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Vous relatez et nous constatons sans trop juger. Belle leçon d'humilité, d'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais elles semblent solides. Alors merci et vivement vos nouvelles feuilles. C'est qui va me faire pleurer. Hein.